Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation des résultats du rapport de recherche intitulé «Les actes à caractère haineux au Québec, un état des lieux», réalisé par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Je me présente, Louis-Audet Gosselin, directeur scientifique et stratégique du CPRMV, et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Avant de débuter, nous tenons à vous communiquer certaines informations utiles afin d'assurer un bon déroulement de l'événement. Tout d'abord, les questions et les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à les envoyer dans le chat, on va pouvoir y répondre un peu plus tard. Un service de traduction simultanée du français vers l'anglais est disponible. Pour l'utiliser, veuillez cliquer sur l'icône Interprétation située au bas de votre écran. Notez que cet événement est enregistré, il sera prochainement diffusé en intégralité sur notre chaîne YouTube. Je cède maintenant la parole à notre directrice générale, Mme Roselyne Mabungu, qui prononcera le mot de bienvenue. Chers partenaires et amis du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais souligner la présence d'importants dignitaires qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Despina Sourias, conseillère associée au comité exécutif, responsable de la condition féminine, de la jeunesse, de la diversité et des personnes aînées. Madame Bouchra Manaï, commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à Montréal, ainsi que Madame Anuradha Dugal, présidente au Conseil des Montréalaises. Mon équipe et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir et fiers de vous présenter les résultats de notre recherche sur les actes à caractère haineux au Québec. Avant toute chose, nous tenons à rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des Français, ont interagi les uns avec les autres sur le territoire montréalais, et nous célébrons le souvenir des signataires de la Grande Paix de 1701. Ce traité, signé à Montréal, a établi une paix durable entre la France, ses alliés autochtones, et la Confédération Haudenosaunee. Et alors que nous parlerons aujourd'hui d'un meilleur vivre ensemble, l'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour nous tous. Depuis sa création en 2015, le CPRMV a pour mandat, en parallèle de la prévention de la radicalisation menant à la violence, de prévenir les actes à caractère haineux au Québec. Ces deux mandats sont complémentaires puisque, d'une part, les discours et les actes haineux sont constitutifs de certains parcours de radicalisation. D'autre part, la radicalisation menant à la violence peut se nourrir des actes haineux dans la mesure où ils renforcent le sentiment d'exclusion et de marginalisation chez les groupes ciblés. Cependant, les deux phénomènes sont distincts et nécessitent des réponses adaptées, ce que le rapport que nous présentons aujourd'hui s'engage à faire. Comme vous le savez, les actes à caractère haineux sont un enjeu social de premier plan pour les sociétés contemporaines, y compris au Québec. Néanmoins, ils sont généralement mal compris, ne serait-ce qu'en raison du faible nombre d'études portant sur la situation au Québec. Les actes à caractère haineux visent des marqueurs identitaires associés à des communautés particulières. Ils englobent deux types de phénomènes distincts, mais reliés. Les crimes haineux et les incidents haineux, délimités par la nature criminelle du premier. Mieux comprendre les manifestations de la haine est crucial pour les sociétés contemporaines puisque celles-ci ont des conséquences importantes sur les victimes et les communautés visées. Voici 5 points que je voudrais mettre en avant. En premier lieu, des études suggèrent que les crimes haineux sont généralement plus violents que tout autre type de crime. Ce phénomène serait non seulement dû aux motifs haineux, mais aussi en partie au fait que les crimes haineux impliquent généralement un plus grand nombre d'auteurs. Et lorsque des formes de violence précises sont comparées, la présence d'un motif haineux semble rendre plus important les blessures et dommages subis par les victimes. En second lieu, les actes motivés par la haine provoquent une réaction émotionnelle chez les victimes dans une plus grande mesure que n'importe quel autre type de crime. Les victimes rapportent éprouver de la colère, de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, une difficulté à dormir, de la peur, une perte de confiance en soi, un sentiment de vulnérabilité et un état de choc.
Pour certains individus, les épisodes de victimisation peuvent devenir une expérience quotidienne et avoir pour effet une dégradation substantielle de leur qualité de vie. En troisième lieu, ce qu'il faut retenir, c'est que les actes haineux semblent avoir des conséquences plus importantes sur les comportements des victimes que d'autres types de crimes. Plusieurs victimes réagissent en adoptant des stratégies pour diminuer le potentiel risque de victimisation, comme de quitter certains quartiers, d'éviter des lieux de socialisation ou de conformer leur comportement à des stéréotypes socioculturels pour ne pas subir d'autres actes haineux. En quatrième lieu, les actes haineux engendrent des conséquences pour les communautés visées. Ils favorisent la peur, l'insécurité et le sentiment d'être rejeté par la majorité. Ils créent aussi de la méfiance, de la colère et un manque de confiance envers d'autres groupes. Les actes haineux renforcent donc une marginalisation institutionnalisée vécue par des groupes minoritaires. Finalement, les actes haineux sèment la discorde et la méfiance entre les différents groupes et communautés d'une société. Dans certains cas, ils peuvent conduire à des tensions intercommunautaires ainsi qu'à une détérioration de la cohésion sociale. Je vous dirais, pour finir, qu'en tant que femme racisée, j'ai à maintes reprises été l'objet d'incidents haineux au Québec, comme ailleurs, et j'ai pu expérimenter l'impact de ces actes, aussi bien au niveau micro, donc dans ma sphère personnelle, en ce qui me concerne moi-même, ensuite au niveau mezzo, à savoir dans mon environnement immédiat et ma communauté, et enfin constater les répercussions au point de vue macro, c'est-à-dire directement dans les rapports humains au sein de la société où j'évoluais. Alors imaginez l'impact à long terme sur le climat social. C'est pour toutes ces raisons que nous avons cru pertinent de produire un rapport de recherche faisant l'état des lieux des actes haineux au Québec. Il est certain que les résultats qui en découlent seront d'une grande utilité tant pour nos partenaires qui pourront en dégager des pistes d'action et de réflexion pour mieux prévenir les actes haineux que pour le grand public qui aura une meilleure compréhension du phénomène et des enjeux qui l'entourent. Aussi, sachez qu'au-delà de cette recherche que nous vous présentons aujourd'hui, le Centre diffusera dans les prochaines semaines des fiches synthèses présentant la situation quant aux actes haineux envers les communautés qui sont les plus ciblées, soit la communauté juive, la communauté musulmane, les femmes, les communautés noires et asiatiques, les personnes LGBTQ, ainsi que celles vivant avec un handicap. Voilà. Sans plus tarder, je remets la parole à M. Audet-Gosselin qui poursuivra avec la présentation. Merci. Merci, Mme Mavungu. J'invite à présent Mme Despina Sourias, conseillère associée au comité exécutif, responsable de la condition féminine, de la jeunesse, de la diversité et des personnes aînées, à prendre la parole. Merci. Madame la directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Roselyne Mavungu, Madame la présidente du Conseil des Montréalaises, avec qui je vais avoir le plaisir de travailler, Anuradha Digal, Madame la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Bushra Manaï, que je connais aussi. Chers panélistes, invités, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au nom de la mairesse Valérie Plante pour cette présentation sur les résultats du rapport de recherche qui a été mentionné. Je remercie d'ailleurs Madame Mavungu pour l'invitation. Notre administration prend très au sérieux la lutte contre les incidents et les crimes à caractère haineux et nous allons continuer de nous y attaquer par tous les moyens à notre disposition. Nous savons également que nous devons baser nos interventions sur des faits et des données probantes et bien ventilées. Ces données nous permettront de mettre les bonnes ressources aux bonnes places, de mieux cibler nos actions et d'améliorer l'impact de tout dans la communauté. C'est pour ça que l'état des lieux du centre aujourd'hui qui sera présenté est très important. Je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce rapport de recherche. J'ai très hâte d'en prendre connaissance dans les détails. Aujourd'hui, je vais aussi réaffirmer que nous sommes déterminés à agir avec l'ensemble de nos partenaires pour que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais se sentent en sécurité dans la métropole. Nous avons à SPVM un module incident et crimineux, le MICH, qui permet non seulement d'enquêter sur les discours haineux et d'agir sur la personne qui le diffuse, mais d'intervenir également en prévention et de concert avec les partenaires auprès de sa famille, de son entourage et de la population visée, dont le sentiment est bien sûr affecté.
Et le bureau de la commissaire, Mme Boshra Manaï, qui est ici aujourd'hui, travaille également avec la SPVM afin que les procédures du MICH soient plus claires pour les citoyennes et les citoyens. À cet effet, le bureau est en train d'étudier comment nous pouvons optimiser la discussion d'une documentation multilingue spécifiant ce qu'est un acte et un incident haineux. Donc, nous invitons l'ensemble de la population à prendre au sérieux tout incident et acte haineux et de les signaler aux autorités policières. Finalement, le SPRMV a une mission essentielle, celle de prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère haineux par l'éducation, la mobilisation et l'accompagnement de la population dans une approche communautaire. Le Centre est aussi un pionnier en la matière au Canada et en Amérique du Nord. Il faut le souligner. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir contribué à un soutien financier de 1,2 million au Centre afin qu'il puisse réaliser son plan d'action. Merci encore pour votre travail, pour l'invitation et ensemble, on va s'assurer que toutes et tous demeurent en sécurité dans la métropole. Merci. Merci, Mme Sourias. Écoutons maintenant Mme Boshra Manaï, commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à la Ville de Montréal. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente avec vous ce matin. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à diverses reprises l'équipe du centre et je suis finalement heureuse qu'on puisse présenter en fait l'état de cet enjeu qui me semble non seulement absolument primordial à cerner, sur lequel on se doit de publiciser autant nos avancées que les pratiques à l'interne au sein de la métropole à partir des divers services, que ce soit le SPVM ou tout autre service qui appuie les citoyens dans cet enjeu. C'est une étape qui va être importante parce que la documentation permet toujours de mieux cerner les réalités et c'est à partir de cette étape-ci qu'on pourra prendre action. Je sais déjà que le centre est en train de se préparer aussi à coaliser et coalisera. Donc, je suis vraiment ravie encore une fois d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à mentionner qu'en respect de la recommandation 24 de la recommandation 24 de l'OCPM qui vise justement à mieux saisir l'enjeu, mieux informer sur cet enjeu aux citoyens et mieux faciliter le fait de porter plainte. C'est très important pour le bureau et pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, on est en appui évidemment du centre et de tous les services qui visent à contrer cet enjeu qui est sociétal, comme l'a dit Madame Mavungu, et qui est au niveau de la métropole quelque chose qu'on souhaite travailler de façon innovante et de façon collective. Merci. Merci, Mme Manaï. Et nous terminerons cette période d'allocution par notre dernière invitée, mais non la moindre, Mme Anuradha Dougal, présidente du Conseil des Montréalaises. Bonjour à vous toutes et tous. Merci au CPRVM pour cette invitation. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler des actes haineux, vraiment important d'en parler avec aussi l'angle intersectionnel et féministe. Alors, le Conseil des Montréalaises est une instance consultative indépendante de la ville qui réalise des recherches en matière d'égalité pour faire des recommandations au conseil municipal. On travaille, nos recherches portent principalement sur les conditions de vie des Montréalaises, le transport, logement, lutte à la pauvreté, etc. Et sur la présence et la participation des femmes en politique municipale. Comme on a dit, on utilise l'analyse féministe intersectionnelle pour appréhender la ville de Montréal, pour appréhender les réalités vécues par les Montréalaises. Et cela nous permet de mettre en lumière les oppressions vécues par les femmes et les discriminations systémiques qui en découlent.
Et ce sont des discriminations basées sur le genre, l'âge, l'origine ethnique, la situation de handicap, l'orientation sexuelle et l'identité autochtone. Bien que nos recherches ne portent pas spécifiquement sur les actes haineux, nous observons que les femmes sont encore victimes de beaucoup d'haine dans notre société. Et les femmes qui sont à la croisée des oppressions comme les femmes noires, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap, encore plus. Et cette haine se manifeste de différentes façons. Nos études sur la sécurité des femmes ont mis en évidence que les femmes, les femmes sont fréquemment victimes de harcèlement sexuel et agressions sexuelles dans l'espace public, et les femmes de minorités visibles et de la diversité sexuelle le sont dans le plus grand proportion. Les femmes subissent également du harcèlement, des violences ou encore des agressions dans leur logement par leurs propriétaires, concierges, gestionnaires, voisins ou cochambreurs. On observe aussi que les femmes élues au municipal sont dans de plus grandes proportions que les hommes victimes d'intimidation, de harcèlement et de discrimination dans le cadre de leur fonction. Elles rapportent des propos racistes et discriminants ainsi que des blagues et des commentaires sexistes. Et enfin, on ne peut pas parler de la violence sans parler des féminicides. Encore aujourd'hui, les femmes meurent en raison de leur genre, comme 14 d'entre elles ont été tuées le 6 décembre 1989 à la Polytechnique, qu'on vient juste de commémorer. Et plus que toutes les femmes autochtones payent le prix du colonialisme, du racisme et de la misogynie. Il a fallu plusieurs années aux Sisters in Spirit pour attirer l'attention sur les meurtres de 4000 femmes autochtones et d'autres années pour faire une enquête nationale, et on attend toujours le plan d'action du gouvernement fédéral pour répondre à ces meurtres et les femmes disparues et assassinées. Alors, pour toutes ces raisons, nous avons vraiment besoin du CPRMV pour continuer à lutter contre les actes haineux et aussi pour amener la réalité de la haine contre les femmes et contre les féministes à l'intérieur du rapport et des recommandations que nous devons toutes et tous prendre en compte pour changer cette réalité. Alors, c'est clair que nous avons du travail à faire ensemble, et le Conseil des Montréalaises est très content d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à faire ce travail. Merci beaucoup. Merci, Madame Dugal. Le moment est venu donc de vous présenter les résultats de notre recherche qui a suscité la participation de près de 2000 Québécoises et Québécois et la collaboration d'une douzaine d'employés du CPRMV qui, depuis 2017, ont apporté leur contribution à ce projet de recherche. Pour cette présentation, je remets la parole à Madame Khawla El Khalil, conseillère en recherche au CPRMV. Merci beaucoup, Louis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport de recherche qui s'intitule « Les actes à caractère haineux au Québec, un état des lieux ». Donc, dans un premier temps, méthodologie, sur le point méthodologique. Donc, l'échantillon était composé de 1843 répondants et répondantes à travers le Québec. Le questionnaire était un questionnaire différencié selon le type d'acte haineux et près d'une centaine de questions à choix multiples ont été posées aux répondants et répondantes. Et la base de données était un sondage élaboré par l'équipe du CPRMV en 2017 en collaboration avec la firme Vox Pop Labs et qui a été mené du 23 juin et jusqu'au 5 septembre 2017. La stratégie d'échantillonnage est reposée sur une pondération visant à s'assurer que l'échantillon se rapprochait de la distribution des caractéristiques démographiques de la population québécoise. Et parmi les facteurs qui ont été pris en compte, il y avait l'âge, l'éducation, le sexe, le revenu et l'occupation.
La méthodologie nous a permis de dégager enfin 3 axes principaux de recherche, donc le portrait des victimes et témoins d'actes à caractère haineux, l'expérience d'actes haineux et les attitudes et comportements rapportés, et enfin la géographie des actes haineux. Passons sans plus tarder aux principaux résultats. Donc, dans un premier temps, nous voulions savoir si le fait d'appartenir à un groupe minoritaire augmenterait les chances d'être victime d'actes haineux, et la réponse est oui. Notre sondage a permis d'identifier au moins 9 sous-ensembles représentant des groupes minoritaires, marginalisés ou potentiellement vulnérables. Donc, nous avons la minorité linguistique, donc les personnes qui parlent une langue autre que l'anglais ou le français, la minorité selon l'orientation sexuelle, donc autre qu'hétérosexuelle, la minorité immigrante, donc ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada, et le sexe, donc c'était le sexe féminin, la minorité religieuse, donc les personnes qui pratiquaient une religion autre que le christianisme, la population jeune, donc âgée de moins de 29 ans, et les populations plus âgées, donc celles âgées de 65 ans et plus, et ceux ayant un faible revenu, donc moins de 20, ceux qui gagnent moins de 20 000 $ par année, et enfin l'éducation, donc ceux qui ont un niveau plus faible en scolarité. L'analyse des résultats a suggéré que les probabilités de faire l'expérience d'actes haineux différaient de façon significative d'un groupe socio-culturel à un autre. En effet, l'appartenance à certains groupes minoritaires était associée à un plus haut risque d'être victime d'actes haineux. On le verra dans la diapositive suivante, que cette chance est plus élevée et significative pour les répondants faisant partie de certaines minorités, notamment linguistiques, donc les autochtones ou les allophones, sexuelles, autres qu'hétérosexuelles, mais également religieuses. Donc, afin d'avoir une idée un peu plus précise des effets des variables démographiques sur la chance d'être victime d'un acte haineux, ce graphique a permis d'estimer leur effet multiplicateur sur les chances pour un individu d'être victime d'un acte haineux. Et ce qu'on peut constater, c'est que les personnes qui parlaient une langue minoritaire, donc autre que le français ou l'anglais, augmentaient les chances d'être victimes à 3,3. Alors que les personnes qui pratiquaient une religion minoritaire au Québec augmentaient les chances d'être victimes de 3. Avoir une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle augmentait les chances d'être victime d'un acte haineux de 2,76 et avoir moins de 29 ans multiplie les chances d'être victime d'un acte haineux par 1,6. Enfin, s'identifier au sexe féminin augmentait les chances d'être victime d'un acte haineux de 1,45 et enfin, avoir plus de 65 ans et plus diminuer les chances d'être victime d'un acte haineux de 2,0,4. Le sondage a également demandé l'expérience d'acte haineux et la peur d'être victime. Et ce que nous avons pu constater, c'est que les personnes qui étaient, en plus de mesurer la peur de victimisation future chez les répondants, le sondage permet de récolter des données sur les perceptions, donc l'expérience d'acte haineux et la peur d'être victime. Donc les témoins les victimes étaient davantage à ressentir de la peur d'être victimes, également des témoins, plus que ceux qui ont eu aucune expérience d'acte haineux. Et ensuite, en plus de mesurer la peur de victimisation future chez les répondants, le sondage a permis également de collecter des données sur leur perception envers les ressources et services offerts aux victimes. En premier lieu, le sondage demandait aux répondants à quelle institution il ou elle signalerait un incident haineux, s'il ou elle en était victime ou témoin, et le choix de réponse suivant leur était présenté. Donc, il y avait la police, un organisme spécialisé
ou un centre de santé et services sociaux, mais également un organisme communautaire ou autre. Afin de faciliter les comparaisons des perceptions, veuillez noter ici que la catégorie organisme, donc on avait combiné les organismes spécialisés et les organismes communautaires sous la catégorie organisme, et les personnes n'ayant pas eu d'expérience d'acte haineux étaient proportionnellement plus nombreux à affirmer qu'elles iraient voir la police si elle était victime d'un incident haineux. Donc, c'était à 80% qu'ils avaient dit qu'ils allaient signaler à la police si elle était victime ou témoin d'un incident haineux, comparé à 49% pour les témoins. Et 53,2% des victimes disaient qu'elles allaient signaler à la police. Pour ce qui est de signaler ou pas aux centres aux organismes communautaires ou aux organismes spécialisés, les témoins étaient à 40,7% et les victimes à 29%, plus à même d'affirmer qu'ils ou elles contacteraient un organisme spécialisé ou un organisme communautaire. Le sondage également demandait aux répondants et répondantes leur réaction au crime pour lequel ils étaient victimes et les réactions différaient. Donc, certains demandaient par exemple de l'aide ou dénonceraient le crime à des organisations qui offrent du soutien pour les victimes. Donc, ici est représenté par des organismes de support dans le graphique. Il y avait d'autres qui dénonçaient le crime haineux dans un site web ou dans les médias sociaux, donc ici représenté par la catégorie en ligne. Et il y avait ceux qui dénonceraient à la police ou contacteraient un professionnel de la santé ou des services psychosociaux, ici services professionnels, ou on parlerait ou discuterait avec un de leurs proches, ou n'en parlerait à personne, donc ils le gardent pour soi. Et dans la majorité des cas d'actes haineux recensés, donc 47 actes haineux, les répondants préféraient en parler avec l'un de leurs proches ou le garder pour soi, donc on était à 25 actes haineux, et dans seulement 13 cas sur 101 cas, les répondants et les répondantes ont dénoncé le crime haineux à la police, ce qui est quand même très faible. Enfin, quelle est la gravité des actes haineux selon le type de lieu? Donc, des études suggèrent que la perception de gravité d'un acte haineux peut varier selon certains facteurs socio-économiques, notamment en raison de variations des niveaux de violence subis ou observés à travers différentes communautés. Nos données n'ont malheureusement pas pu capturer ou vérifier ce paramètre. Néanmoins, quelques constats peuvent s'imposer. On remarque d'abord que très peu de victimes et témoins ont jugé que l'acte haineux qu'ils ou elles ont vécu était bénin. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, la plupart ont plutôt décrit l'acte haineux étant sérieux, voire très sérieux. Et premièrement, les actes haineux commis lors des déplacements, donc ceux qui sont représentés en rouge, commis lors des déplacements seraient proportionnellement plus nombreux à avoir été jugés peu sérieux. Mais ce qu'il faut retenir vraiment de ce graphique, c'est que parmi notre échantillon, les actes haineux commis en ligne, donc représentés par la couleur moutarde, auraient été ceux les plus souvent jugés comme ayant le niveau de gravité le plus élevé. Et enfin, nos recommandations. Donc, le centre veut mettre en place des espaces de collaboration entre les institutions publiques, les entreprises privées et les organismes communautaires afin de coordonner et de coaliser les acteurs de prévention des actes à caractère haineux. Il veut aussi pouvoir qu'on développe de nouveaux outils pour répertorier, signaler, mais aussi dénoncer plus facilement et efficacement les actes à caractère haineux. On recommande également de renforcer les ressources offrant du soutien aux victimes d'actes haineux, donc que ce soit de l'accompagnement post-événement, en raison de la nature très difficile, et de l'assistance pour le signalement, mais également l'adoption en fait d'actions concertées.
De plus, il faut placer les victimes et les communautés ciblées par la haine au centre des initiatives de prévention, de recherche et de mobilisation autour des actes à caractère haineux. De plus, il faut développer des outils afin d'accompagner les témoins, mais également les victimes d'actes à caractère haineux et les assister pour jouer un rôle actif. Il faut également mettre en place des recherches autant qualitatives et quantitatives pour mieux comprendre les réalités des catégories les plus lourdement touchées par les actes à caractère haineux. Et là, je parle de personnes présentant plusieurs caractéristiques qui pourraient en faire des cibles, donc des personnes itinérantes, des personnes à faible revenu, des membres des communautés autochtones, des personnes noires, des membres de minorités religieuses qui sont peu représentés par des organisations communautaires. Il faudrait également élargir dans la recherche, mais également dans les politiques publiques, les motifs d'actes haineux reconnus au vu du grand nombre de répondants ayant indiqué plusieurs motifs ou des motifs autres que ceux indiqués dans le sondage, pourtant nombreux et allant au-delà des catégories généralement admises. Il faudrait clairement amorcer une réflexion sur les terminologies utilisées, et là je parle des notions de victime, de témoin et d'auteurs pertinents au contexte policier et criminel, mais qui ne reflètent malheureusement pas les nuances de la réalité sociale des actes haineux, en plus d'avoir un sens qui peut potentiellement stigmatiser, voire nuire à la collecte de données, au travail de mobilisation et également aux initiatives de prévention. Et enfin, il faudrait développer des programmes de prévention adaptés aux divers lieux où se produisent les actes haineux, en accordant une attention particulière aux actes en ligne, qui, comme on l'a vu, se distinguent des actes en personne par des motifs différents, et impliquerait un plus grand nombre d'auteurs et de témoins, ainsi qu'une gravité accrue. Et enfin, je tenais, avant de finir, à remercier nos bailleurs de fonds, mais également la firme Vox Pop Labs et les employés du Super MV qui ont travaillé très dur pour produire ce rapport. Et sans plus tarder, je retourne la parole à Monsieur Louis. Merci beaucoup, Raoula, pour cette présentation. Pour faire suite donc à cette présentation et pour ouvrir les discussions sur les conclusions de notre recherche, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux panélistes que je vais vous présenter. Donc, dans un premier temps, Madame Alice Herskovitch, qui travaille en tant que consultante. Elle a été directrice du Musée de l'Holocauste Montréal, vouée à informer et sensibiliser sur l'Holocauste et les dangers universels de l'antisémitisme, du racisme, de la haine et de l'indifférence. Madame Herskovitch a été directrice développement social à la Conférence régionale des élus de Montréal, directrice du projet Genèse, un organisme communautaire de défense des droits sociaux. Elle a également été chargée de cours à l'Université McGill, à l'École de services social, au sujet des politiques sociales. Madame Herskovitch a été membre du conseil d'administration de la Fondation du Grand Montréal de 2012 à 2018 et membre du CA ainsi que du comité exécutif de Centraide entre 2006 et 2012. De plus, elle a été vice-présidente de la Société des musées de 2015 à 2018 et au fil des ans, elle a été militante, membre de plusieurs CA et collectifs du milieu communautaire, travaillant avec des personnes et des organismes afin de promouvoir la justice sociale. Nous avons aussi avec nous l'agent conseiller Marc Belrose, qui est sociologue de formation et policier depuis presque 15 ans. Il est membre du module des incidents et des crimes haineux à la division de la prévention et de la sécurité urbaine du service de police de la Ville de Montréal. Son mandat est d'assurer une liaison avec les différentes communautés et les organisations présentes à Montréal afin de favoriser la diversité, les échanges mutuels et la prévention communautaire. Il agit au titre de conseiller pour le SPVM sur les questions liées à la radicalisation et aux crimes haineux. Avec l'aide de sa partenaire Ashley Mayou, ils assurent les suivis d'incidents haineux rapportés au SPVM tout en assistant et en conseillant les enquêteurs attitrés aux crimes haineux. Il participe à différents comités intersectoriels ainsi qu'à des recherches dans ces domaines. Donc, je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vos perspectives vont grandement améliorer la réflexion sur les enjeux actuels liés aux crimes haineux et aux incidents haineux. Donc, je répète que pour ceux et celles qui voudraient, dans l'assistance, qui voudraient poser des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. On va y revenir tout de suite après le panel.
Et j'entrerai tout de suite dans le vif du sujet avec nos panélistes. On va fonctionner en mode questions-réponses. On va savoir, dans un premier temps, si vous avez des réactions ou des commentaires suite à la présentation des résultats du rapport. Je commencerai peut-être par Mme Herskovitch. Alors, bonjour tout le monde et premièrement, merci de m'avoir invité à faire partie de ce panel. Merci encore une fois aussi pour cette recherche qui est importante et qui permet de comprendre d'une façon très détaillée, honnêtement, l'expérience des victimes et des témoins aussi d'actes haineux. Excusez-moi parce que je suis enrhumée, alors le son est peut-être pas parfait, mais j'espère que vous allez me comprendre quand même. Moi, je trouve que c'est un rapport très intéressant qui creuse la question du point de vue des victimes. Et ça, c'est essentiel si on veut comprendre et agir, évidemment, éventuellement pour la prévention, mais aussi pour soutenir les personnes qui en souffrent actuellement. On parle de beaucoup de personnes à Montréal, au Québec, au Canada. J'apprécie beaucoup que ça ouvre d'une façon assez large la question d'actes et de crimes haineux, qui fait la distinction entre les deux, mais quand même qui permet aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils perçoivent comme étant un acte haineux. Et évidemment, ça permet aussi de creuser un peu la question des préjugés, de l'altérisation, des questions qui sont à la base avant qu'on arrive normalement, j'espère, aux actes haineux, mais qui sont des expériences qui changent la vie quotidienne des gens, de personnes. Alors, élargir la définition, pour moi, c'est important dans cette recherche parce que ça permet à d'autres maintenant d'avancer dans ce sens. J'apprécie aussi la clarification des conséquences pour les victimes et les témoins et la perception surtout. Les perceptions sont tellement différentes entre les personnes qui sont, disons, la population générale, qui n'ont pas vécu d'une façon ou d'une autre un acte haineux et ceux et celles qui l'ont vécu ou qui ont été témoins. Et ça aussi, ça nous dit que par rapport à la prévention, il faut agir très différemment. On ne peut pas agir que sur la question des victimes et leur perception, évidemment. Il faut parler aux gens aux membres de la société qui ont, premièrement, un pouvoir de changer des choses, mais aussi qui ne voient pas ce problème comme étant si problématique, finalement. Je résume rapidement quand même des choses beaucoup plus complexes. J'espère que c'est correct. Évidemment, il y a eu quelques difficultés avec ce sondage par rapport à la méthodologie, par rapport à la représentation des groupes qui sont eux-mêmes, des groupes et des personnes qui sont eux-mêmes souvent victimes ou ciblées par les actes et les crimes haineux. Et je pense que, évidemment, d'autres recherches vont corriger cette difficulté, mais c'est tellement essentiel et je trouve essentiel aussi d'aller plus loin par rapport à des entrevues avec les gens plutôt que des sondages en ligne. On peut pas comprendre, on a beaucoup creusé la question de la peur, mais honnêtement, on peut creuser d'autres questions d'impact sur la vie quotidienne des gens, donc le travail, l'école, les relations sociales après. C'est essentiel de comprendre l'ensemble du phénomène, des conséquences. Je vous dirais que ce qui est quand même marquant dans cette étude, c'est que malgré cette sous-représentation de groupes ciblés ou de communautés ciblées et par les actes et les crimes haineux, c'est qu'il y a eu quand même 5% des répondants qui ont vécu un acte ou un crime haineux. Alors, ça nous dit que, étant donné le peu de personnes, honnêtement, qui étaient dans ce groupe-là, proportionnellement, c'est un problème significatif, un problème social d'importance à laquelle il faut s'attaquer.
et on voit quand même les statistiques, surtout sur les crimes haineux, qui augmentent à tous les ans et qui ciblent une variété malheureuse de personnes. Il me semble que c'est le temps. Donc, c'est dans ce sens aussi que j'apprécie beaucoup ce rapport pour nous pousser à d'autres recherches, mais surtout à l'action, pour être capable de travailler ensemble sur des enjeux qui sont essentiels. Et peut-être un petit mot de caution que je dirais, c'est que l'approche victime, parce que j'ai senti ça beaucoup, évidemment dans le rapport, centré sur la compréhension des victimes est importante, mais on parle d'un problème social. Et on doit aussi assurer que la société se sent responsable et engagée dans cette lutte, parce que c'est une lutte. Et donc, ce n'est pas non plus nécessairement aux victimes de trouver les solutions. Et c'est en travaillant, moi je travaille depuis des années sur toutes sortes d'enjeux communautaires, et je vois souvent qu'on regroupe les gens qui sont eux-mêmes racisés, ou qui sont des cibles de la haine. Et on fait des groupes de discussion, et c'est très courant ça. Mais sans avoir des leaders de notre société autour de la table, le changement n'arrivera pas. Merci beaucoup pour ces réactions et ces perspectives. C'est effectivement vraiment très pertinent comme remarque. Donc, effectivement, au plan méthodologique, il est très difficile avec ce type d'enquête d'aller rejoindre vraiment les groupes les plus ciblés par la haine. Et donc, effectivement, le sondage en lui-même reflète certains angles morts dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des politiques qui font que les personnes ciblées sont plus difficiles à rejoindre. Et donc, c'était une volonté là, de débroussailler le terrain et vous l'avez vu dans les recommandations, de mettre la table pour des nouvelles recherches et des nouveaux engagements. Je note aussi très bien l'importance de distinguer la prise de parole des communautés, des groupes ciblés, avec mettre le fardeau sur ces dernières. Donc, c'est pas du tout effectivement la solution. Et vous allez voir dans les prochains mois, le Centre va commencer à travailler sur la mise en place de la coalition contre la haine qui va regrouper des institutions au plan politique, social, donc pour impliquer les décideurs, les gens qui sont en position de pouvoir pour prendre à bras-le-corps cet enjeu-là. Donc, c'est des remarques extrêmement pertinentes. Monsieur Belrose, de votre côté, j'aimerais vous entendre votre longue expérience sur le sujet, donc par rapport aux conclusions que vous avez vues et lues. Bonjour à tous. Merci beaucoup au CPRNV de m'avoir permis de participer à ce panel de discussion. C'est un plaisir pour nous de pouvoir discuter avec vous et de participer avec différents organismes dans une question aussi importante. C'est sûr, la recherche rejoint beaucoup de questionnements que nous avions nous-mêmes au SPVM lorsqu'on a créé notre unité justement du module des incidents et des crimes haineux. C'était beaucoup de ces questions-là que nous étions penchés dessus, que nous voulions justement sortir un peu du modèle classique de la répression, de l'enquête policière et mettre un accent beaucoup plus dessus le sentiment de sécurité dans les communautés, beaucoup plus dessus le sentiment aussi de la victime, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce que ses proches vivent, et offrir un aide envers eux autres. Donc, c'est vraiment, quand je regarde les différents éléments qui ressortent, que ce soit au niveau justement de l'importance de ce sentiment-là dans la communauté de la victime, la complexité aussi que l'on a quand on parle de différents groupes, parce que nous pouvons retrouver plusieurs types de victimisation en même temps dans un même cas, et comment on peut analyser, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces différents cas-là, l'importance des réseaux sociaux. Tout ça, c'est vraiment ce qui nous a poussé à mettre vraiment l'accent sur nos victimes pour aller voir c'est quoi leur réalité à eux. Aller systématiquement les rencontrer, systématiquement leur parler, pour voir qu'est-ce qu'ils ont vécu réellement, comment est-ce qu'ils l'ont ressenti, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans le futur, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme aide. Donc, c'est vraiment, quand je regarde cette recherche-là, quelque chose d'essentiel. Et comme disait Madame auparavant,
ça rouvre des portes à beaucoup d'autres recherches aussi. Oui, il y a la question méthodologique, mais c'est d'une complexité incroyable d'essayer de rejoindre de tels groupes, déjà même au niveau qualitatif, encore plus au niveau quantitatif. Mais quand même, ça rouvre des portes et ça met la lumière sur certains des éléments qui vont devoir être poussés un petit peu plus loin, justement, essayer peut-être de voir des angles morts qu'on n'a pas nécessairement vus. Un peu, je donnerai peut-être l'exemple des personnes âgées LGBT dans les résidences. La question aussi, des crimes et des incidents haineux qui sont portés envers les différents membres des institutions, des différentes organisations qui offrent des services. Donc, il y a plusieurs angles qu'on peut voir qui serait peut-être possible aussi de regarder. Et que cette recherche-là roule justement vers ce type de recherche-là. Je dirais aussi l'importance qu'on peut voir, que vous avez accordée non seulement aux crimes haineux, mais toute l'importance des incidents haineux, qui sont souvent aussi influents, aussi marquants, même souvent plus marquants qu'un crime haineux auprès de la victime ou de la communauté. Donc, c'est vraiment, pour nous, une recherche qui nous rejoint beaucoup dans notre façon de voir et qu'on souhaite voir beaucoup plus de recherches en ce sens. Merci beaucoup, M. Belrose. Concernant la question des personnes âgées, c'était une catégorie qu'on avait identifiée d'emblée comme suivant la littérature, suivant certains échos qu'on a dans différentes communautés, comme un groupe potentiellement vulnérable aux incidents haineux. Or, il est ressorti dans notre échantillon que les personnes âgées de 65 ans et plus étaient moins susceptibles d'être victimes ou témoins, avaient moins peur. Et c'est probablement à cause des difficultés à rejoindre certains groupes, parce que c'est pas les échos qui nous viennent, par exemple, de la communauté asiatique autour des actes haineux en période de pandémie, qui ciblaient particulièrement les personnes âgées dans différentes communautés. Vous avez mentionné LGBTQ. C'est un groupe qui est très clairement plus susceptible, plus vulnérable. Donc, ça nous appelle vraiment à des recherches plus ciblées et plus centrées sur certaines réalités qui peuvent pas être abordées dans un sondage quantitatif comme ça. Mais c'est dans les cartons pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. J'aimerais vous relancer tous les deux de façon plus large, sur la question, quelle est la place des actes à caractère haineux dans vos réalités? Je reviendrai peut-être à Mme Herskovitch pour commencer là-dessus. Oui. Bon, ça fait partie de ma réalité, je vous le dirai, pas tellement d'une façon personnelle, individuelle. Je suis une femme juive, mais en général, j'ai été chanceuse dans ma vie. Je travaille depuis des années sur des enjeux qui touchent la question du racisme et de la haine et des conséquences ultimes auxquelles ça peut mener. Alors, on parle de génocide. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la journée internationale de prévention du crime du génocide. Et j'ai vu par mon travail et par mon travail militant aussi à travers les ans, la violence faite aux femmes. La violence, tous les groupes mentionnés, finalement, qui font partie des groupes ciblés par la haine. J'ai vu les conséquences sur les individus, j'ai vu aussi les conséquences sur les communautés. Des gens qui, la discrimination dans le logement, ça a été mentionné aujourd'hui, qui ne peuvent pas se loger comme il faut. Des gens qui ne peuvent pas se nourrir comme il faut. Et aussi l'impact individuel sur l'identité de soi-même, parce que c'est une attaque tellement personnelle quand on parle de la haine et de la discrimination finalement en général. Il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas d'accompagnement même facile pour aider les gens à vivre avec ça et à surpasser ça et aller plus loin.
J'ai aussi vu quand même, à travers les ans, du travail d'éducation intéressant et excellent. J'ai vu des changements quand même dans notre société qui nous poussent de l'avant. Alors, je sais pas, je suis pas une personne sans espoir, mais je pense qu'il reste tellement de choses à faire. Et on doit bien comprendre le problème pour avancer, mais il faut avancer même en apprenant c'est quoi le problème. Et pour moi, une des questions, la question qui me revient souvent, c'est il faut comprendre aussi les agresseurs dans ces cas-là. Il faut comprendre la société qui crée cette possibilité de soutenir des préjugés et de les permettre dans des institutions, des organismes, dans la vie quotidienne. Alors, ça dépasse pour moi la question. Bon, je réponds peut-être pas directement à la question, mais c'est une préoccupation pour moi qui est essentielle et je la vois comme une responsabilité citoyenne et je crois que c'est ça qu'on doit essayer d'instaurer auprès des gens, que ça leur appartient ce problème. Je vais arrêter. Merci beaucoup. Monsieur Belrose, de votre côté. Moi, je vous dirais, c'est sûr, d'un point de vue personnel, un peu comme madame auparavant, je suis, par mon identité, par mon apparence, quelqu'un qui est très peu touché. Oui, j'ai eu quelques incidents plus dans ma jeunesse, puis je peux comprendre des moins de 30 ans qui sont ciblés par des choses comme ça. Mais à mon quotidien, personnellement, ça me touche peu. Cela dit, par mon travail, c'est vraiment ce que je fais à la journée longue. C'est vraiment ce qu'on travaille dessus sans arrêt et qui nous permet de voir vraiment l'ensemble des impacts que ça donne. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, puis une des raisons que j'ai demandé d'être dans cette unité ici, c'est justement de pouvoir aller aider les différentes personnes qui sont victimisées, étant donné l'impact que ça a dessus leur perception de soi, dessus leur vie quotidienne, que ce soit de l'hypervigilance, que ce soit l'ensemble de la détresse que ça crée chez un individu qui est victime d'un acte ou d'un instant ou d'un crime haineux. Pour moi, ça me touchait, puis je voulais pouvoir offrir un aide en ce sens-là. Et au même sens, au niveau communautaire, comme je le disais auparavant, un incident ou un crime a un impact qui ne touche pas juste la personne, mais l'ensemble des personnes qui l'entourent, sa famille, ses amis et de la communauté. On le voit bien un peu dans votre recherche quand on regarde vers qui les personnes vont parler, vers qui ils se dirigent pour aller chercher de l'aide. Et justement, ça nous permet, au travers des contacts, de voir comment il y a un peu de connaissances, malheureusement, au niveau de la population, dessus l'existence même des incidents haineux dans la façon que c'est défini. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on peut les rapporter à la police, qu'on peut aller chercher de l'aide ailleurs, et même l'existence de groupes qui l'aident. C'est pour ça que nous appelons systématiquement les personnes pour justement leur offrir cette aide-là en leur disant, écoutez, il y a tel groupe qui va vous aider, que ce soit la Commission des droits des personnes, que ce soit la Régie, que ce soit des organismes comme la CPRMT. Il y a plusieurs groupes qui aident, qui peuvent supporter ces personnes-là, les aider à avoir un sentiment de vie, un sentiment beaucoup plus sécuritaire, une vie beaucoup plus agréable et une aide psychologique dans certains cas. Mais ça nous permet aussi, en travaillant ces différents dossiers-là, comme disait madame, de mieux comprendre un peu les agresseurs. Parce que même dans les cas des incidents haineux, on va approcher l'agresseur, on va discuter avec, on va le sensibiliser, qui est assez étonnant comment que c'est efficace comme approche. C'est pas juste dire qu'on est des enquêtes au niveau criminel, mais même dans les cas des incidents, on va toujours approcher l'agresseur et c'est très rare qu'on va les revoir faire d'autres actions par après. Pas dans l'ensemble, on s'entend, c'est pas tout le monde qu'on va réussir à convaincre, mais plusieurs de ces personnes-là ne réalisaient même pas l'impact de ce qu'ils disaient ou disaient « Ah, c'est juste sur l'Internet, c'est tout simplement en farce », sans comprendre l'impact que cela apportait dans la vie des autres personnes. Donc, en travaillant avec des agresseurs aussi, ça nous permet de comprendre un peu ce qu'ils sont, ça nous permet de comprendre les idéologies et ensuite partager l'ensemble de l'information avec les autres organismes dans différents panels, différentes coalitions, comités ou même dans des recherches académiques. Donc, c'est vraiment pouvoir aller chercher tout ça qui est une des raisons qu'on essaie de travailler dessus dans les deux groupes, c'est vraiment pouvoir aller chercher l'ensemble de ces informations-là. Donc, c'est vraiment pour nous quelque chose que l'on fait quotidiennement et qu'on cherche à aider le plus possible. C'est vraiment vers ça qu'on s'est centré comme module
Notre but, oui, est d'enquêter des crimes, mais c'est seulement un de nos 4 mandats que l'on se donne. Donc, c'est vraiment une partie, mais pas l'ensemble de ce qu'on fait. Merci, M. Belrose. Donc, vous l'avez tous les deux un peu anticipé sur les questions suivantes, mais je vais quand même vous poser, voir si vous avez des choses à ajouter. M. Belrose, vous parliez de vos 4 mandats. Plus précisément, quel rôle est-ce que vous avez dans la prévention de la haine au Québec? Pour nous, notre premier mandat, c'est vraiment la relation avec les communautés. On croit que c'est impossible de travailler sur la question des incidents et des crimes haineux en étant isolé chez nous ou en travaillant de façon traditionnelle avec les rapports de police. On veut établir des contacts avec les différents représentants dans les organisations, dans les communautés, afin, de faire connaître leurs droits, de faire connaître les outils, de faire connaître les organismes qui peuvent les aider, mais aussi pour avoir le pouls sur le terrain. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir analyser ce qui se passe sur notre terrain, de voir les nouveaux phénomènes émergents. Si on regarde, par exemple, comme vous avez mentionné auparavant, le cas du COVID avec les communautés asiatiques, dès le début de 2020, on a pu voir qu'on avait une hausse dans les incidents. On a donc immédiatement commencé à contacter plus d'une trentaine d'organismes pour leur donner l'information, pour les aider, pour qu'ils puissent partager ensuite à leur niveau avec leur propre communauté pour qu'ils soient mieux outillés. Donc, c'est vraiment, on va faire de la prévention, je dirais, secondaire. On ne fait pas de la prévention primaire, on n'a pas le mandat, on n'est pas outillé pour le faire, agir sur la pauvreté, l'éducation des causes de ce type-là, mais au niveau secondaire, on peut vraiment prévenir, essayer d'empêcher qu'une situation s'envenime. Et même au niveau tertiaire, lorsqu'un acte a été commis, lorsque quelque chose a été fait, on peut vraiment, soit avec la victime, soit avec la communauté, essayer de voir comment on peut durcir la cible, comment est-ce qu'on peut prévenir que de telles situations se reproduisent dans le futur. Un peu comme je vous disais aussi, en allant auprès des différents agresseurs, ça nous permet de faire une prévention, en les sensibilisant, en leur faisant comprendre ce qu'ils ont comme impact. Souvent, ces personnes-là ne recommenceront pas. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, pour nous, au niveau secondaire et au niveau primaire, qu'on peut agir par notre mandat. C'est sûr qu'on aimerait agir aussi au niveau des réseaux sociaux, mais d'un point de vue légal, on n'a pas ce mandat-là. On peut le faire au niveau enquête, à partir du moment qu'on nous a dénoncé un incident ou un crime haineux, mais on n'a pas le mandat et on n'a pas le pouvoir légal de faire une vigie, par exemple, des réseaux sociaux pour essayer de voir ce qui se dit et d'aller au-devant. C'est quelque chose qui se fait à d'autres niveaux, mais c'est quelque chose que je crois qui va être prioritaire dans les prochaines années pour justement diminuer l'impact qui vient directement des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Madame Herskovitch, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur votre rôle? Oui, je pense que je parlerai surtout du rôle d'organisme avec lequel je suis impliquée. Le Musée de l'Holocauste Montréal, vous le connaissez peut-être, est un organisme qui fait beaucoup de travail d'éducation. Et un musée est une façon non menaçante, honnêtement, d'approcher des gens sur des enjeux qui sont peut-être menaçants. Alors, je crois que c'est un avantage d'être capable de faire un certain travail d'éducation et de prévention par une visite ou par un outil d'animation qui met l'emphase sur les êtres humains qui ont été victimes et qui parlent des conséquences sur leur vie, leur famille, leur ville. Et là, on parle de cas extrêmes, on parle évidemment de génocide, mais le musée fait des liens avec des situations qui précèdent de beaucoup le génocide, des questions qui touchent la prévention, des questions qui touchent les préjugés, l'altérisation, qui sont des phénomènes très, très malheureusement courants de nos jours, des questions sur la propagande et son utilisation pour déshumaniser les gens, et ça ne mène pas nécessairement au génocide, mais ça, évidemment, peut mener à des actes haineux. Alors, la discussion de ces questions, pas seulement avec les jeunes, parce que moi, je pense que dans notre société, on a tendance de trop mettre sur les épaules des jeunes. Je pense que les adultes ont beaucoup à apprendre et les actes, probablement, je connais pas honnêtement les statistiques, mais je dirais que c'est des adultes en majorité. On pense aux mosquées de Québec ou on pense à la tuerie polytechnique. On sait que c'est des adultes et que donc il faut changer les adultes comme on doit changer les jeunes.
Et donc, pour moi, une question d'approche humaine, de permettre aux gens de comprendre parce qu'ils s'associaient finalement à quelqu'un qu'ils trouvaient autrefois différent, pas comme eux du tout, moindre peut-être eux. Ça fait une différence. Dans la question sur la question de la condition féminine, j'ai déjà travaillé à militer avec des groupes de femmes, des féministes évidemment, sur des questions de l'agression sexuelle, sur des questions de femmes violentées. Et c'est toute la question d'aider les gens à comprendre que qu'on est tous des êtres humains, que c'est quoi qu'on a en commun, comment est-ce qu'on vit ensemble. Ça touche pas seulement la personne victime, finalement, quand on est agresseur. Ça nous touche aussi, ça nous durcit, ça rend les relations impossibles. Comment faire pour que... c'est des grandes questions de prévention, honnêtement, mais je pense qu'il y a du travail excellent qui se fait au Québec par des organismes communautaires qui sont voués à ce genre de travail de défaire les préjugés et d'aller de l'avant. Merci beaucoup. On avait demandé, avant de continuer la discussion, on avait demandé à quelques partenaires du CPRMV de s'exprimer au sujet de la place des actes à caractère haineux dans leur réalité. Et donc, on va vous présenter en image les réponses reçues du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, ainsi que du Conseil canadien des femmes musulmanes. Alors, comme une marée, du Conseil canadien des femmes musulmanes, comme une marée, les actes islamophobes contre notre communauté n'ont pas cessé de s'accroître et de se diversifier. Les événements tragiques font la manchette, mais il y a aussi les microagressions, ces incidents quotidiens, humiliants, frustrants, avec lesquels il nous faut composer. Nous vivons un sentiment réel ou imaginaire de danger persistant, sournois et débilitant. C'est une peur palpable qu'il nous faut affronter, refouler et tenter de maîtriser pour continuer à vivre normalement. Par son programme d'information et de formation, le Centre de prévention représente pour nous un grand soutien pour surmonter notre sentiment de marginalisation et d'insécurité. Samuel Elibiari, secrétaire du Conseil canadien des femmes musulmanes. De son côté, Eta Youdin, vice-président du Conseil consultatif des relations juives et israéliennes, nous dit « On ne peut comprendre la violence poussée d'antisémitisme à Montréal, dans le monde, sans saisir le rôle central des discours haineux qui alimentent la radicalisation des esprits, notamment sur les réseaux sociaux. Combattre l'antisémitisme est l'affaire de tous, car l'histoire a amplement démontré que la haine des Juifs est le précurseur de violences qui se retournent contre la société dans son ensemble. » Donc, ce sont des points très importants qui renvoient vraiment au lien entre les discours publics, les prises de position et les actes à caractère haineux qui se reflètent au quotidien des gens. C'est quelque chose qui se revoit à plusieurs reprises. Donc, on me fait signe qu'on est un peu à court de temps. Donc, je vais remercier nos panélistes, M. Belrose, Mme Marskovitch, de leur présence. C'était vraiment un grand honneur de pouvoir discuter avec vous. C'est une conversation qui n'est pas terminée. On va certainement se revoir et continuer d'avancer. Là-dessus, donc je vous remercie beaucoup pour votre présence. On va passer à la période des questions du public. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des questions dans le chat quand vous voulez. On en a déjà une qui est entrée. Donc, on demande qu'on a parlé de l'importance de comprendre les agresseurs.
Et on demande si notre recherche a soulevé des caractéristiques communes aux gens qui perpétuent les actes et crimes haineux au Québec et ce qui les pousse à commettre ces actes. Donc, la recherche qu'on a menée est une enquête qu'on dit, en criminologie, qu'on parle d'enquête de victimisation. Donc, on demande aux gens s'ils ont vécu des actes à caractère haineux. Et donc, on n'a pas, dans cette recherche-là, la perspective des auteurs. Donc, on ne peut pas vraiment établir des profils. Donc, ça, c'est un chantier pour une autre, c'est complètement un autre volet de recherche. Au Centre de prévention, on a le programme d'accompagnement communautaire qui travaille avec des personnes en situation de radicalisation menant à la violence et aussi avec des auteurs d'actes à caractère haineux. Donc, ça fait partie de notre mandat de les accompagner. C'est très difficile d'établir des profils d'auteurs, surtout dans le cas des actes haineux, qui est une réalité qui va plus large que la radicalisation menant à la violence. Donc, on parle d'actes haineux, mais c'est souvent pas nécessairement la haine en tant que telle qui les motive. Ça va être la peur, le rejet, les préjugés, la colère. Donc, il y a vraiment toute une gamme d'émotions qui sont mobilisées et qui peuvent se manifester chez pratiquement tout le monde de façon souvent inconsciente. Donc, M. Belrose a parlé du travail de prévention qui est fait avec certains auteurs qui souvent soit sont mal informés ou ne comprennent pas la portée chez les personnes ciblées. Donc, c'est un champ qui est assez large et donc sur lequel on va continuer évidemment à travailler. Donc, merci pour cette question très pertinente. On a une autre question qui demande si la peur d'être victime est plus présente chez certains groupes que chez d'autres. Donc, on a vu dans la présentation effectivement que le lien entre l'expérience de victimisation ou comme témoin et la peur, donc il y a vraiment un lien et on a pu le mesurer dans notre échantillon toujours. Donc, c'est pas nécessairement transposable dans l'ensemble de la société, mais ça donne de bonnes indications. Et il y a aussi l'appartenance en tant que telle à des groupes qu'on sait ciblés par la haine, induit une peur d'être victime. Donc, la peur d'être membre d'une minorité sexuelle, membre d'être une personne immigrante, d'être une femme. Ce sont des facteurs qui augmentent les chances d'avoir peur d'être victime d'un acte à caractère haineux dans le futur. Et on nous demande ici, comment expliquez-vous que la question de la langue avant la religion ou autre catégorisation sociale est le facteur numéro 1 des crimes haineux? C'est une bonne question qui renvoie probablement à la construction du sondage et aux catégories démographiques qui étaient demandées et ce qui avait été compris. Donc, si on... Donc, donc aussi les chiffres qui sont mentionnés ou les ordres de grandeur sont à replacer un peu dans l'échantillonnage aussi. Donc, on parle de groupes relativement petits. Donc, dans la réalité, ça fluctue peut-être. Il y a d'autres catégories comme l'immigration qui est difficile à saisir parce que la principale donnée qu'on avait, c'était être né, le pays de naissance, en fait. Donc, on a pu mesurer ceux qui étaient nés à l'extérieur du Canada, mais c'était plus difficile d'identifier les minorités visibles, par exemple, ou d'autres facteurs. D'avoir une langue maternelle vraiment autre que l'anglais ou le français est vraiment ressorti comme étant un facteur majeur pour être de victimisation. Donc, une autre question nous dit
chiffres récents du SPVM montrent que globalement, les crimes haineux visant l'origine nationale ou ethnique ont augmenté de 41 entre 2019 et 2020. Par exemple, le nombre de crimes haineux contre les Juifs a augmenté de 24 celui contre les personnes noires de 44 Comment des organisations comme la nôtre, le CIJA ou d'autres gouvernements peuvent-ils supporter le travail du SPVM dans la lutte contre les crimes et incidents haineux? Bon, sur l'augmentation, donc ça a été mal noté partout. Et on sait toujours que ce qui est déclaré au SPVM, c'est la pointe de l'iceberg. Même au niveau des crimes, on estime probablement que les 2/3 des crimes haineux au Canada ne sont jamais signalés à la police. Pour les incidents, c'est la presque totalité. Hein. Donc, quand on parle de discours haineux, d'intimidation, d'insultes, c'est quelque chose que plusieurs personnes vivent quotidiennement. Et une des choses qu'on peut faire, c'est d'en parler, c'est de les identifier, de nommer que ce sont des incidents haineux, que ce sont des actes à caractère haineux, de développer le travail d'éducation dont M. Belrose et Mme Atzkovitch parlaient. Donc, pour que la population en général, qui, on le sent dans nos données de sondage, comprend probablement mal la réalité, a une vision peut-être assez noir ou blanc de ce qu'est un crime haineux, de ce qui n'en est pas, essayer d'en parler, de faire comprendre les nuances de la réalité à un public large pour que le réflexe soit là de les dénoncer, d'en parler, de les nommer et pour avoir une intervention, une prévention qui soit plus efficace. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui viennent ou peut-être des panélistes si vous avez des éléments à ajouter? Je vois M. Belrose qui lève la main. Oui, je vous dirais, si vous voulez travailler de concert avec nous, SPVM, ça va nous faire plaisir. Comme je disais, une des choses qui est importante pour nous, c'est le contact avec les différentes communautés, les différentes organisations. Vous êtes vraiment les yeux, vous êtes vraiment les oreilles, vous êtes aussi ceux qui peuvent ensuite rediffuser l'information. Si jamais vous voulez qu'on aille vous rencontrer, qu'on fasse des présentations à vos organismes ou à vos membres, qu'on puisse vous aider justement à répandre justement la question d'éducation pour savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, ça va nous faire plaisir. Il suffit d'entrer en contact avec nous, soit au travers du SPVM directement ou au travers du CPRMV qui peuvent entrer directement en contact avec nous. Et ça nous fera un plaisir d'aller discuter avec vous et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider. Si je pourrais simplement poser une question, une des choses que j'ai remarqué évidemment dans le rapport, c'est qu'il y a un manque de ressources et il y a certainement un manque de connaissance des ressources. Et quand on cherche sur l'Internet, en utilisant les mots ressources, actes haineux ou crimes haineux, il y a presque rien qui ressort. Alors, en termes parce que j'ai regardé les recommandations, il me semble qu'une des choses les simples à faire, relativement simples, ça serait peut-être au moins de faire connaître les ressources existantes et d'assurer qu'ils soient assez soutenus parce qu'une fois qu'ils seront connus, évidemment, la demande est énorme et c'est des organismes généralement communautaires qui ont peu de ressources et moyens. Donc, encore une fois, dans le rapport, on parle de peu de ressources publiques pour ce genre de travail, mais les ressources communautaires sont finalement le moins soutenues dans tous les réseaux. Donc, l'importance de permettre aux ressources de jouer leur plein rôle et de les faire connaître. Merci beaucoup, c'est très pertinent. Et là-dessus, je vous invite à suivre les activités du CPRMV dans les prochains mois. Ce sont des éléments sur lesquels on va communiquer beaucoup et on a des initiatives qui s'en viennent, qui sont pertinentes. Je vois notre directrice générale qui lève la main, qui a certainement quelque chose à ajouter là-dessus. Tout à fait. Je voulais rebondir
sur les propos par rapport au manque manque de ressources et manque de connaissance des ressources existantes. Et c'est d'ailleurs un des éléments d'ailleurs qui font que le CPRMV a entrepris ces derniers mois donc de commencer à travailler sur la mise en place d'une coalition contre la haine qui va pouvoir regrouper différents acteurs institutionnels, communautaires, privés, ethniques et autres, donc qui vont vraiment s'asseoir ensemble et se doter aussi de priorités et de mandats communs. Et déjà dans les rencontres que nous avons faites avec vraiment multiples acteurs de cet élément-là, d'abord de savoir qui est là autour de la table qui adresse ces enjeux, qui fait quoi. Je pense avec les enjeux de définition, c'est les deux éléments premiers donc qui ont été mis en avant et dès 2022 donc on va commencer les premières rencontres et on pense que les premiers éléments ça va être de savoir qui fait quoi et comment le rendre public afin que les populations puissent savoir ou s'enquérir donc des éléments qui les concernent par rapport à la haine. Merci. Merci beaucoup, Roselyne. Pour ces mots qui vont, je pense, clôturer notre panel et notre présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à rester à l'écoute dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va continuer de travailler là-dessus. Je remercie chaleureusement tout le monde qui ont participé aujourd'hui. Merci à Raoula pour ta présentation. Merci à Mme Herskovitch, M. Belrose pour leurs interventions sur le panel. C'était vraiment très enrichissant d'avoir votre retour là-dessus. Donc, avant de clôturer, je veux souligner que notre rapport de recherche au complet sera bientôt disponible dans son intégralité sur le site Internet du CPRMV, www.info-radical.org, au plus tard le lundi 13 décembre. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance. N'hésitez pas à nous contacter en plus si vous avez des questions sur ce sujet-là. On veut remercier toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans la production de ce rapport, dans l'organisation de cette journée. Donc, merci à toutes les personnes qui nous suivent et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.